Bonjour et bienvenue sur Charging Station pour découvrir cette semaine le grand essai électrisant du très grand Mercedes EQS SUV 100% électrique. Cet essai vous est proposé par Arval, solution de leasing pour professionnels et particuliers, et Autoscout24, la plus grande plateforme en ligne de voitures neuves et d'occasion en Europe. EQC, EQA, EQB, EQV, EQS, EQE, ça fait déjà 6 modèles hier. Aujourd'hui, en voici un 7e, c'est le EQS SUV, et demain un 8e, le EQE SUV, déclinaison un petit peu plus petite de celle que vous avez sous les yeux. Ça commence à faire pas mal de modèles 100% électriques chez Mercedes, avec une gamme EQ, la gamme 100% électrique du constructeur allemand, qui commence à bien s'étoffer. En fait, ils essayent de constituer une gamme la plus complète possible, avec l'ensemble des modèles disponibles, en multipliant les versions électriques de la gamme thermique existante. Alors ce EQS SUV, il a sur papier toutes les qualités pour en faire un véritable succès, et pas uniquement parce que c'est un SUV. Quels sont ses atouts, mais également ses faiblesses? À qui s'adresse ce mastodonte de 2,8 tonnes, fabriqué non pas en Allemagne, mais dans l'usine Mercedes de Tuscaloosa? Alors pour le savoir, j'en ai pris le volant pendant une semaine. Toutes les réponses aux questions que vous vous posez se trouvent donc dans cet essai. Vous n'êtes pas encore abonné à Charging Station, eh bien faites-le maintenant, et n'oubliez pas d'activer la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. Pour démarrer l'année 2023, eh bien ce sera de l'hybride rechargeable. On sera chez Mazda tout d'abord avec l'essai du Mazda CX-60, chez DS avec l'essai de la DS4 e-Tense 225, après l'essai du DS7 e-Tense 360 il y a quelques semaines, et puis du 100% électrique également. On sera chez Toyota par exemple avec l'essai du BZ4X, et puis chez BMW, sans transition, on va faire le grand écart aussi au niveau du prix évidemment, avec l'essai de la grande berline 100% électrique, la nouvelle BMW i7. Pour ne rien rater donc, abonnez-vous à Charging Station, activez la clochette des notifications, et tout de suite, place à l'essai. Avec son CX record de 0,20, la Mercedes EQS est l'une des berlines les plus aérodynamiques du marché. Évidemment, au moment de la transformer en SUV, impossible de conserver ce taux de pénétration dans l'air aussi avantageux. Le format SUV est populaire, mais il impose de faire des concessions. Malgré sa taille imposante, le EQS SUV ne manque pas d'élégance et offre un profil relativement équilibré, même si en la matière, le EQE SUV fera sans doute encore mieux, tout comme la EQE offre selon moi un profil plus équilibré que sa grande sœur EQS. Les dimensions, le Mercedes EQS SUV, il mesure 5,13 m de long, 1,96 m de large, 2,16 m avec les rétroviseurs, et puis 1,72 m, c'est sa hauteur, c'est 21 cm de plus que la berline EQS. Son empattement, distance entre les roues arrière et les roues avant, c'est la même dimension que pour la EQS, à savoir 3,21 m. D'ailleurs, EQS SUV et EQS sont fabriqués sur la même plateforme, la plateforme EVA2 de Mercedes, tout comme d'ailleurs la berline EQE et le SUV EQE SUV. 544 chevaux de puissance combinée grâce à 2 moteurs synchrones à aimant permanent, c'est ce que propose cette version 584 matic du Mercedes EQS SUV. Alors le couple, il est généreux, 858 Nm, et le 0 à 100, il est abattu en 4,6 secondes. C'est effectivement très musclé. D'autres versions existent, sont au catalogue. Alors attention, pas sur tous les marchés actuellement. Donc renseignez-vous sur le site Mercedes qui correspond à votre pays. Il existe en version de base, la version 450 à un seul moteur et 360 chevaux. Ensuite, on a la version 450 4MATIC qui, comme son nom l'indique, dispose donc de 2 moteurs et 4 roues motrices, toujours avec 360 chevaux. Et puis une version intermédiaire, juste en dessous de celle-ci, la version 500 4MATIC, avec là aussi 2 moteurs et 449 chevaux de puissance combinée.
Pour alimenter ces deux moteurs électriques, ce EQS SUV dispose d'une batterie haute tension d'une capacité de 108,4 kWh. C'est plutôt généreux. Batterie logée sous le plancher, entre les quatre roues, batterie qui pèse 700 kg, c'est-à-dire un quart du poids total de la voiture. C'est pas mal. Elle doit permettre, selon le niveau d'équipement, de parcourir entre 511 et 594 km sur une seule charge, en théorie, selon le cycle WLTP. Je dis bien en théorie. On verra en pratique ce que ça donne tout à l'heure. Notez que la version qui dispose de la plus grande autonomie, c'est la version de base avec un seul moteur, mais la même batterie, des performances qui sont évidemment un petit peu moindres et donc une consommation qui sera moindre également. Avec cette version de base, vous pouvez espérer parcourir jusqu'à 634 km, toujours en théorie. Pour recharger la grosse batterie, ça se passe via la petite trappe de recharge qui se trouve à l'arrière, vous le voyez, du côté droit, avec, quand on ouvre la trappe, d'abord le connecteur de type 2. On connaît maintenant la formule, connecteur de type 2, c'est pour la recharge sur le courant alternatif, celui qui circule dans nos rues et dans nos maisons, c'est la recharge du quotidien. Connecteur de type 2 relié à un chargeur embarqué de série de 11 kW, mais en option, vous pouvez opter pour le chargeur embarqué de 22 kW sur le courant alternatif. Alors ça, c'est pratique, si vous avez accès régulièrement à des bornes qui proposent du 22 kW, prenez ce chargeur optionnel de 22 kW et ça vous permettra de diviser par deux la durée de la recharge sur le courant alternatif. 10 heures avec le 11 kW de série, 5 heures avec le 22 kW en option. Vous pouvez également recharger évidemment sur le courant alternatif, puissance acceptée 200 kW, c'est plutôt généreux grâce au connecteur ici, le connecteur combo CCS, la somme des deux connecteurs, dans ce cas-là comptez 31 minutes à peu près, c'est assez précis, données constructeur 31 minutes pour retrouver 80% de capacité de batterie. 645 litres en configuration 5 places jusqu'à 2100 litres de volume de chargement total en configuration 2 places. C'est ce que propose le EQS SUV et c'est forcément très généreux, on n'en attendait pas moins de sa part. Ça, c'est quand vous êtes en configuration 5 places et donc il n'y a pas de troisième rangée de sièges, sauf que dans ce véhicule d'essai, il y a justement la troisième rangée de sièges qui est en option, qui vous permet d'avoir donc une sixième et une septième place. Dans ce cas-là, ici, il reste 200 litres de volume de chargement et les valeurs que je vous communiquais juste avant, donc 645 et 2100, elles sont un petit peu diminuées évidemment, puisque repliées, les sixième et septième places prennent un petit peu de place sous le plancher du coffre. Alors justement, le plancher du coffre, il est quand même encore possible de l'ouvrir, sur cette dernière partie en tout cas, et en dessous, on constate qu'il y a un espace de rangement pour le couvre-bagages que vous n'utiliserez pas évidemment quand vous êtes en configuration 7 places. Comme ici. La deuxième rangée de sièges, il est possible de la commander de manière électrique, inclinable et coulissant, avec les deux petits boutons qu'on va retrouver ici à droite. Et à gauche, par contre, on aura une prise 12 volts de type allume-cigare. Voilà donc pour ce qui est du volume de chargement disponible dans ce EQS SUV. La question, évidemment, c'est: est-on bien installé sur les 6e et 7e places? C'est ce qu'on va aller vérifier tout de suite. On va s'intéresser pour démarrer l'intérieur aux 6e et 7e places, à la 3e rangée. Alors comment y accéder? Vous le voyez là, ça va être un petit peu compliqué. Et donc je dois appuyer sur le petit bouton ici. Voilà, je maintiens appuyé. Et dans ce cas-là, le siège conducteur et la banquette arrière ici avancent et s'inclinent pour que je puisse accéder aux 6e et 7e places. Allons-y. Alors pour rentrer, pas trop de problème. Franchement, je m'installe assez facilement. Pour faire revenir le siège, j'appuie sur le même bouton. Voilà, le siège revient et le siège conducteur va reprendre sa place initiale également. Alors, il revient, la banquette arrière, elle revient, mais pas complètement, pour me laisser évidemment de la place au niveau des genoux et au niveau des pieds. D'ailleurs, je dispose de suffisamment de place ici à l'arrière. Pour des petits trajets, je ne ferai pas 2000 km comme ça, mais franchement, ça passe. Par contre, au niveau de la tête, c'est un petit peu coincé. Je dois m'abaisser pour ne pas toucher le pavillon. En matière d'équipement, ici à l'arrière, on est plutôt bien loti, avec 2 prises USB-C à gauche et 2 prises USB-C à droite. Franchement, on est plutôt bien servi. Que ce soit donc pour la 6e et la 7e place ici, pour des trajets ponctuels, avec des enfants, il n'y aura certainement pas de problème. Et même avec un adulte comme moi d'1,90 m, ça passe pour des petits trajets. Et franchement, ça peut dépanner cette 3e rangée de sièges pour ceux qui en auront l'utilité. Pour ressortir, j'appuie sur le même petit bouton et je vais pouvoir maintenant m'installer sur la 2e rangée.
Pour me permettre de m'installer correctement à la 6e et à la 7e place, eh bien, la banquette ici, elle était restée assez droite. Je peux, grâce aux commandes au niveau des portières, eh bien, abaisser mon dossier. Et là, je me retrouve avec une position qui est extrêmement confortable. Vous voyez qu'on a en plus un petit coussin supplémentaire. C'est assez sympa. En matière d'équipement, alors si on commence par le toit, on aura ce toit vitré, toit ouvrant qui apporte pas mal de lumière. En matière de lumière, on a de l'éclairage ici, de l'éclairage ici au-dessus également. Donc si vous êtes à l'arrière en train de travailler par exemple, eh bien vous aurez pas mal de petites lumières d'ambiance qui vont pouvoir vous aider à y voir correctement. Au niveau des portières, les sièges qui sont chauffants ici à l'arrière sur cette voiture d'essai, les vitres électriques évidemment, les enceintes du système audio Burmester et puis je vous le disais, les commandes électriques de siège, comme pour l'avant en fait, ce sont exactement les mêmes. On a également des petites poches aumônières à l'arrière du siège conducteur et du siège passager. Bien sûr, on a la coudoir centrale avec les porte-gobelets qui se trouvent ici, voilà, porte-gobelets qui sont amovibles, c'est plutôt sympa. Et puis, si on descend encore, on a des commandes spécifiques de chauffage et de climatisation ici à l'arrière. Et puis, 2 prises USB-C en dessous dans le petit compartiment qu'on va retrouver ici. Donc, c'est sympa. Également, tout en dessous, on a le plancher qui est complètement plat. Franchement, ici, à l'arrière de ce EQS SUV, on a une place royale et on n'en attendait pas moins de sa part évidemment et d'un véhicule de cette taille. On est hyper bien installé. Qu'en est-il maintenant à l'avant? Eh bien, je vous propose d'y aller tout de suite. Bienvenue à bord de ce Mercedes EQS SUV. Alors dans mon essai de la berline, la Mercedes EQS, eh bien je la décrivais comme étant la voiture électrique la plus luxueuse actuellement sur le marché. Eh bien sans aucun doute, et même si une certaine concurrence électrique premium en provenance des USA ou même de Chine commence à pointer le bout de son capot en Europe, eh bien la EQS peut sans problème partager ce titre enviable avec ce EQS SUV. Finition parfaite, contenu technologique de haut vol, tout ça est évidemment ici aussi de la partie. Et puis c'est un Mercedes avec tout ce qu'il y a derrière comme historique dans le secteur de l'automobile. Et ça, un historique, les nouvelles marques de voitures électriques qui poussent actuellement comme des champignons, elles en sont totalement dépourvues. Et pourtant, dans le secteur du luxe automobile, ça compte. Il fait partie de ce contenu technologique, l'écran Hyperscreen ou Hyper écran si vous préférez. Alors c'est pas un seul et même écran qui s'étend sur tout le tableau de bord, mais bien 3 écrans différents regroupés derrière une dalle de verre, l'écran instrument, l'écran d'infodivertissement et un écran pour le passager. L'ensemble fait toujours son petit effet. Et vous, que pensez-vous de cet intérieur? Dites-le moi dans les commentaires. Avant de vous décrire plus en détail le contenu du système d'infodivertissement de l'interface MBUX, eh bien place à la description complète du tableau de bord de cette voiture. On va commencer par la portière conducteur, en partie haute, le verrouillage centralisé, la poignée d'ouverture, les réglages électriques du siège avec 3 mémoires, la commande de chauffage du siège, la commande ventilation du siège et la possibilité de commander le siège passager où on va retrouver également 3 mémoires de siège, les sièges ventilés et les sièges chauffants évidemment. En partie intermédiaire sur la portière conducteur, les vitres et les rétroviseurs électriques, rabattables à la demande. En partie basse, enfin, la commande de haillons électriques et le vide-poche. À gauche du volant sur le tableau de bord, le module de gestion des éclairages et le frein à main électrique. Le volant, il est à réglage électrique. À gauche, sur ce volant, on va retrouver en partie supérieure, sur la double branche, la commande de l'affichage de l'écran instrument. En partie inférieure, le régulateur et limiteur de vitesse avec réglage de la distance par rapport au véhicule qui précède. Et puis à droite, en partie supérieure, la commande de l'affichage de l'écran d'infodivertissement cette fois. Et en partie inférieure, la commande vocale, la touche étoile personnalisable, le volume et la commande du téléphone. Des palettes ensuite qui vont permettre de modifier la récupération d'énergie. Plusieurs niveaux sont disponibles, on les détaillera sur la route. Les commodos à gauche, appel de phare, clignotant et essuie-glace à l'avant mais aussi à l'arrière, et à droite le sélecteur de vitesse. Derrière le volant, l'écran instrument, donc d'une diagonale de 12,3 pouces, dont la présentation est donc entièrement personnalisable. Alors comment? Avec ce bouton, on l'a dit, donc la branche supérieure en partie de gauche du volant. Je suis sur le petit bouton maison. Eh bien, j'ai des menus qui s'affichent. Menu de présentation, classique, sportif, épuré. Alors, épuré, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça donne ça. Ça a une incidence évidemment aussi sur la présentation de l'écran d'infodivertissement. On est sur épuré, on passe sur sportif à présent, avec évidemment une mesure des G qu'on va prendre en accélération. Ici, classique, on passe. La navigation,
eh bien, c'est ceci, avec une navigation qui va prendre une place importante au niveau du combiné instrument. On va encore à droite la version assistance, avec là les aides à la conduite qui vont se présenter de manière plus visible et occuper la plupart de l'espace au niveau de l'écran. On a également le menu off-road qui va permettre là d'afficher beaucoup de paramètres liés à la pratique du tout-terrain ou du tout-chemin, notamment le basculement vers la gauche, vers la droite, vers l'avant, vers l'arrière, également l'altitude, on est à 116 mètres d'altitude, les coordonnées GPS, la boussole, etc. etc. Ça, c'est pour la pratique du tout-terrain ou du tout-chemin. Et puis, les infos de maintenance également. Voilà, affichage de la pression des pneus, ça ce sera une fois que la voiture a démarré. Les messages de service, etc., etc. On va rester donc sur le menu classique. Donc ça, c'est pour la présentation au niveau de l'écran instrument. Alors, si j'appuie sur le même bouton mais que je vais vers le haut, là, j'ai la même présentation, la même personnalisation possible pour l'écran qui se trouve devant moi, à savoir l'affichage tête haute standard avec les infos de base sur une ligne, à savoir la vitesse maximale autorisée, la vitesse actuelle, le réglage ou non des aides à la conduite, etc. On a la version sportive, la version minimale et puis la version réalité augmentée également, qui va permettre d'avoir une vision de la réalité augmentée dans l'affichage tête haute. C'est assez sympa. Je continue avec l'affichage éco et notamment des données d'éco-conduite évidemment, réglage, et on peut couper l'affichage tête haute. Voilà, on va rester sur l'affichage standard. Donc vous le voyez, menu maison et ensuite on monte, on descend et ça permet donc d'avoir une personnalisation de l'affichage au niveau de l'écran instrument et de l'affichage tête haute. Si je n'appuie pas sur le bouton maison mais que je vais simplement ici, eh bien, naviguer grâce à ce petit bouton, eh bien, je vais avoir tout simplement des menus qui vont de manière verticale se présenter à moi, à savoir l'affichage éco, l'autonomie, la consommation, l'attention assist, la radio en cours de lecture, la navigation entre les deux compteurs du coup cette fois-ci, et puis les infos liées également à la conduite avec également le totaliseur général de la voiture. Voilà pour la présentation de l'écran instrument ici dans ce Mercedes EQS SUV. Alors, deuxième écran, ce sera l'écran central d'infodivertissement, diagonale 17,7 pouces, on y revient dans un instant. Tout à fait à droite de la planche de bord, eh bien, un troisième écran de 12,3 pouces de diagonale, donc même taille que l'écran instrument. Celui-là donc est pour le passager et compose donc ce tableau de bord hyper screen. Il est destiné au passager qui peut par exemple écouter de la musique en connectant son casque sans fil. C'est pratique pendant les longs voyages, mais c'est vraiment pas indispensable au quotidien. Sous ce couvercle coulissant, on va retrouver un vide-poche dans lequel vous disposerez d'un emplacement pour smartphone avec recharge par induction, de 2 prises USB-C et puis également deux porte-gobelets rétractables. Un conseil, si vous utilisez volontiers les applications de votre téléphone en roulant, comme Waze par exemple, eh bien n'oubliez pas de cocher la case Apple CarPlay ou Android Auto sur le bon de commande parce qu'en conduisant, impossible de voir l'écran de votre smartphone quand il est en train de recharger là-bas en dessous. Et au final, c'est tant mieux, c'est tout bon pour la sécurité. Oui, vous l'aurez compris, Apple CarPlay, Android Auto, c'est en option, même sur cette finition haut de gamme. Entre les deux sièges avant, un petit panneau de commande. C'est l'un des rares endroits d'ailleurs où il y a du piano black dans cette finition qui est pourtant l'intérieur de base en finition AMG Line. C'est un bon point. Sur ce panneau donc de gauche à droite, on a le menu dynamique, donc les modes de conduite dont on reparlera sur la route, les feux de détresse et le volume du système audio. Ensuite, sur la deuxième ligne, les caméras de LED au stationnement, le menu EQ, le menu voiture, le bouton de démarrage, le capteur d'empreinte digitale, la touche d'activation-désactivation des deux écrans d'infodivertissement, donc central et passager, et puis la touche mute. Concernant le menu caméra, je voulais faire une petite démonstration du menu caméra. On va appuyer sur le bouton, voilà. Alors au niveau de la vue, elle est toujours impressionnante, raison pour laquelle j'aime bien vous montrer ça. Si je touche le volant, eh bien j'ai accès ici aux différentes vues. On peut demander la vue avant, la vue arrière, et puis on peut demander également la vue du côté gauche et côté droit.
Et on peut demander la vue automatique également. Alors, la vue automatique, c'est quoi? Ça veut dire que ça va activer l'une des vues en fonction du comportement de la voiture. Si vous vous rapprochez d'une voiture derrière ou devant, eh bien, ça va activer la caméra de précision à l'arrière ou à l'avant pour vous permettre de manœuvrer confortablement. Ici, si je décide d'avoir le côté gauche et je me dis, tiens, j'aimerais tourner autour de la voiture, eh bien, hop, je peux le faire comme ceci. Vous voyez, c'est assez impressionnant. Et quand vous êtes dans des endroits un petit peu exigus, eh bien, ça peut être extrêmement pratique. On a également ici la possibilité d'enregistrer la position GPS pour qu'à cet endroit précis, la caméra soit automatiquement activée avec donc la dernière petite option ici à droite, capteur de parking également, vous pouvez activer ou désactiver. Voilà, toujours impressionnant cette vue de Mercedes qui est disponible donc dans cette voiture, dans ce Mercedes EQS SUV. Alors, sous la partie de la console centrale ici, on va retrouver également un grand vide-poche avec une sangle de maintien, ça c'est bien vu, 2 prises USB-C supplémentaires, encore bien vu, et la possibilité de retirer facilement le revêtement antidérapant pour le nettoyer, c'est vraiment top. Et puis enfin, l'accoudoir central qui renferme encore 2 prises USB-C, ça fait donc 6 prises USB-C à l'avant et 2 à l'arrière, c'est franchement top, c'est presque trop, hein, ça devient gênant, puisqu'il y a encore les 2x2 sur la 3e rangée, donc il y en a vraiment beaucoup. Voilà pour la description complète de l'intérieur de ce Mercedes EQS SUV. Petit détour éventuellement ici par la boîte à gants. Voilà, on va l'ouvrir ici, boîte à gants qui n'est pas de capacité extrêmement généreuse. Alors elle est assez profonde et elle contient quoi? Elle contient aussi le petit flacon de parfum. Parce que dans cette voiture, vous pouvez, ça fait partie des fonctions de confort, distiller, diffuser un parfum avec plus ou moins d'intensité. On verra ça dans un instant et même tout de suite en parlant du système d'infodivertissement. Avant de prendre la route, coup d'œil du côté du système d'infodivertissement, cette interface MBUX de Mercedes qui est franchement une belle réussite, c'est hyper intuitif en termes de réactivité, en termes d'ergonomie, c'est vraiment sympa et notamment grâce à ces petits widgets que vous retrouvez ici en dessous. En fait, à la base, ils ne sont pas là et quand vous appelez certaines fonctions régulièrement, eh bien la voiture apprend de votre utilisation et votre utilisation n'est pas celle de quelqu'un d'autre et donc certains auront l'apparition ici de widgets, de certains widgets et puis d'autres pourraient ne pas les avoir parce qu'ils n'utilisent pas en fait les mêmes fonctions de la même manière. Et donc c'est vraiment très intuitif. Plusieurs fois, j'ai demandé à afficher, grâce à la fonction vocale, les dernières destinations pour retrouver facilement une destination et pouvoir m'y rendre avec le GPS. Et du coup, j'ai, vous le voyez, ce petit widget dernière destination qui s'affiche parce que la voiture sait que j'en ai régulièrement besoin. L'ouverture du coffre également, les appareils connectés, la radio ici en cours de lecture. Donc, cette barre qui se retrouve ici, cette barre de ce dock intelligent, c'est vraiment très pratique. En partie supérieure, on va retrouver le menu EQ. Ici, on peut l'ouvrir. La voiture demande où on souhaite aller, dernière destination, borne de recharge, parking, restaurant. On est donc sur la partie itinéraire. Sur la partie autonomie, on va retrouver l'autonomie restante et comment faire pour la maximiser. On peut en gagner 82 de kilomètres en faisant certaines fonctions ici, en désactivant en fait certaines fonctions. La partie charge avec programmation de la recharge à domicile, la charge éco, ouvrir la petite prise, le petit volet, l'interruption de la charge et préconditionnement de la batterie. Ce que la voiture fera de manière automatique si vous vous dirigez avec le GPS vers une station de recharge. Et puis la consommation ici qui là évidemment est faussée puisque on est à l'arrêt avec le contact Mi. Donc ça c'est pour le volume, le menu ici EQ. Alors ici directement où aller, on va se retrouver dans la partie d'introduction d'une adresse qu'on peut faire soit comme ceci, soit directement avec la commande vocale. On peut aller ici directement dans ce menu pour retrouver les stations de recharge qu'on a dans les environs. Et ce qui est vachement sympa, c'est que on le voit un petit peu ici, mais on le voit certainement quand on est directement en train de rouler. Alors il n'y en a pas ici dans les environs. Alors si, il y en a une ici, voilà. Si on zoome un petit peu, on a une petite flèche bleue. Ça veut dire qu'une petite flèche bleue, c'est une puissance relativement réduite. Et à partir d'un certain niveau de puissance, la puissance est carrément indiquée. Quand on a des superchargeurs par exemple, la puissance est carrément indiquée en dessous sur la carte. Et ça, c'est vraiment extrêmement pratique. Voilà, il y en a ici. Voilà, il
ici on le voit par exemple, je vais vous l'amener au centre de l'écran. Ici, on a une puissance de 50 kW. Eh bien, c'est indiqué ici 120 kW, c'est indiqué également. Et pour les autres, on a différents niveaux de puissance. Une petite flèche ici, deux petites flèches ici, etc. etc. Donc, c'est vraiment hyper intuitif. Vous le voyez, la réactivité de la carte, elle est très, très bonne, hein. On peut zoomer, dézoomer. On peut recentrer ici sur l'endroit où on se trouve. Franchement, c'est hyper intuitif ce système. Je l'adore, vous l'aurez compris. En partie inférieure, on a en permanence, et très pratique à utiliser d'ailleurs quand on a le coude sur la coudoir, eh bien, le menu de climatisation qu'on peut appeler ici avec la première rangée de sièges, entièrement customisable bien sûr, deuxième rangée de sièges, la vérification de la qualité de l'air avec ionisation et le diffuseur de parfum qu'on va retrouver ici, et puis la pré-climatisation qui peut permettre un démarrage tranquille le matin avec la voiture qui sera réchauffée et si on appuie d'ailleurs sur ce petit siège, eh bien le siège sera également activé, la climatisation du siège sera activée quand la préclimatisation sera mise sous tension, comme vous le voyez ici. Donc ça, c'est pour le menu de climatisation. Ensuite, alors petit bémol quand même avec ce système d'accoudoir et notamment la petite interface qui se trouve entre les sièges, c'est qu'on a tendance, quand on a justement le coude posé comme ceci et qu'on chipote sur l'écran, eh bien on a tendance à appuyer avec l'avant-bras sur les touches qui se trouvent ici et notamment les feux de détresse. Voilà, c'est un petit détail. Pour le reste, franchement, alors si on veut aller dans les menus, ça se passe par ici. Le menu EQ, on l'a vu, les applications, le store, les réglages. La position confort ici, le menu confort. Alors on a la cinétique de siège, ce qui va permettre au siège d'effectuer des micro-mouvements pour éviter d'être dans une position qui est toujours la même pendant de très longues minutes, dizaines de minutes, voire heures. On a les réglages du chauffage du siège et du volant qu'on peut activer via la commande vocale également. Et puis le positionnement automatique du siège. Vous faites quoi? Vous rentrez votre taille ici et le siège se positionne de manière entièrement automatique. On en reparlera sur la route. Alors, éclairage d'ambiance. Évidemment, on est dans une Mercedes, donc l'éclairage est entièrement customisable. Personnellement, je préfère quand on est dans les blancs. Et puis le Energizing Comfort qui en fait regroupe des programmes fraîcheur, chaleur, vitalité, etc. Des programmes visuels et sonores de relaxation. Bon, ça c'est un petit peu gadget, mais si vous aimez, eh bien vous avez ça à disposition ici également. Alors, qu'en est-il à présent de la qualité de la navigation si je veux me rendre à Marseille par exemple? Eh bien, je vais le demander à la voiture et vous allez voir, ça prend un petit peu de temps, mais le guidage, il est extrêmement précis et pas uniquement pour ce qui est du guidage gauche-droite, mais bien évidemment également pour ce qui est des arrêts qu'on va devoir faire inévitablement pour recharger, puisque là, on a 80%, 82% de capacité de batterie. Impossible donc d'aller jusqu'à Marseille. Voyons ce que ça donne. Hey Mercedes. Je vous écoute. Allez à Marseille. L'itinéraire vers la destination Marseille est en train d'être calculé. Voilà, on a un calcul de l'itinéraire. L'itinéraire indiqué. Alors, on sait déjà qu'on arrivera à 22h30. Votre itinéraire va être affiché. Très bien. 22h30, donc c'est l'heure à laquelle on va arriver à destination. 1024 km, c'est le trajet. On voit sur la carte que le trajet, voilà, ici, est bien représenté pour aller d'ici jusqu'à Marseille. Et on commence à voir apparaître, voilà, les arrêts de recharge indispensables. 4 arrêts de recharge, c'est l'optimisation du trajet qui vient d'être effectué. 4 arrêts de recharge pour un total de 2 heures supplémentaires. Alors, si je veux le détail, eh bien, je vais ici. Et là, j'ai les différents arrêts qui sont programmés. Le chargeur ici à 33 minutes, celui-là on l'aurait sans doute pu l'éviter. Le chargeur Ionity ensuite en France, à Noidans-le-Rocheux, l'aire de Langres-Noidans, etc. Voilà, on nous signale. Voilà, on a toutes les infos qui arrivent au fur et à mesure en fait. Vous voyez, pas de ralentissement sur votre itinéraire. Vous voyez, quand on tire le menu, il y a des roues qui tournent, c'est vraiment bien fait, c'est rigolo. Donc, les infos arrivent au fur et à mesure. On va franchir évidemment des péages, pas de ralentissement sur l'itinéraire. On a 4 arrêts qui sont prévus et en fait, on peut voir où se trouvent les arrêts et si les bornes sont bien disponibles. Et ça aussi, c'est plutôt sympa. Donc, je dirais que la navigation, elle est très complète à bord de ce grand SUV électrique luxueux et je dirais que ça rassure en fait. Quand vous voyez ça,
vous voyez qu'en fait, vous avez 4 arrêts qui sont prévus, vous savez exactement où ils sont, s'ils sont opérationnels ou pas. En fait, ça rassure énormément et ça donne entièrement confiance. Alors, ça n'empêchera pas de devoir s'arrêter pour recharger, mais en passant en mode éco, par exemple, vous allez pouvoir maximiser l'autonomie, faire baisser la consommation et sur des grands trajets, une fois que vous êtes sur l'autoroute à vitesse stabilisée, si vous êtes en mode éco qui dégrade un peu les performances, vous n'allez pas forcément le ressentir. Donc voilà, c'est pas très grave. On va revenir sur l'écran de base ici, on n'a pas fini, on était sur confort, téléphone, radio, médias, c'est comme d'habitude, les petites infos concernant les performances de la voiture et puis le menu off-road que je voulais vous montrer. Alors on a vu ce que ça donnait dans le combiné instrument, et bien ici on a davantage encore d'informations, altitude, la boussole, également tout ce qui est au niveau du train de roulement, hein, des suspensions qui vont travailler de telle ou telle manière, c'est vraiment très précis, la température des pneus, la position précise ici de la voiture, le système d'entraînement et comment tous les systèmes de la voiture vont travailler, c'est vraiment hyper précis. On peut désactiver évidemment certaines fonctions, on peut faire monter ou descendre la suspension. D'ailleurs, à partir, je pense que c'est de 90 ou 100 km/h si je ne m'abuse, autour de ces vitesses-là, la suspension sur autoroute va se baisser automatiquement pour gagner en efficience et faire baisser la consommation. Elle se relève ensuite à la hauteur normale quand on descend en dessous de 80 km/h, je crois. Ensuite, on peut relever, évidemment, décider de relever la suspension pour franchir évidemment des obstacles, des petits obstacles dans les zones où on va faire du tout chemin ou du tout terrain. Voilà, la description elle est un petit peu longue, mais c'est très complet à bord de cette voiture ici. On peut couper la navigation, voilà. Vous voyez, c'est très intuitif, très réactif. Alors oui, c'est du tout à l'écran, mais c'est du tout à l'écran qui fonctionne vraiment bien. Et durant cette semaine, c'était un vrai bonheur que d'utiliser cette interface MBUX de Mercedes. Pour démarrer dans ce EQS SUV, eh bien, ça n'a pas changé. Comme dans la EQS, il faut pousser sur le bouton de démarrage. C'est dommage, hein, le fait de réveiller la voiture de manière automatique simplement en prenant place à bord, comme dans une Polestar 2 par exemple, eh bien, ça aurait permis d'éviter cette manipulation. Et dans une voiture aussi technologique, franchement, c'est étonnant de voir qu'il faut encore appuyer sur le bouton Start-Stop. Dès les premiers tours de roue, le confort, lui, il impressionne, avec toujours la particularité ici dans un SUV d'être en hauteur. Ça renforce le sentiment d'être dans un véhicule très massif. Et ça donne aussi un faux sentiment de sécurité. Alors, véhicule massif, mais qui sait en même temps rentrer le ventre quand c'est nécessaire, et notamment en ville, grâce à sa botte secrète. On en reparlera tout à l'heure de cette fameuse botte secrète. Dans cette voiture en finition AMG Line, on a des sièges spécifiques, des sièges sport qui offrent d'ailleurs un bon maintien latéral, en tout cas dans le cadre d'une utilisation familiale, il n'y a pas de problème. Ils sont ventilés, ils sont chauffants via les petits boutons qu'on retrouve sur les portières. D'ailleurs, pour activer les fonctions, vous pouvez le faire via ces boutons, via l'écran d'infodivertissement ou encore via la commande vocale, ça fonctionne très bien. Par exemple, pour activer le chauffage des sièges, « Hey Mercedes !» Oui, s'il vous plaît. Activez le chauffage des sièges. Très bien. Je mets le chauffage du siège en marche. Voilà, vous pouvez faire la même chose avec le chauffage du volant. Une fonction qu'on a déjà découverte et qui est toujours agréable, c'est l'assistant de position de conduite. Je vous en parlais tout à l'heure en regardant un petit peu dans les menus. Ça va ajuster automatiquement la position du siège et celle du volant à votre morphologie en indiquant simplement votre taille. Alors c'est bluffant, mais c'est pas parfait. Donc libre à vous, une fois que le gros du travail a été fait par la voiture, eh bien d'ajuster les choses de manière plus fine pour que vous ayez vraiment votre position de conduite idéale, quasiment au millimètre près. Au rayon des aides à la conduite, on a ici tout ce qui se fait de mieux, hein, évidemment dans ce temple du luxe et de la technologie. Mention spéciale pour les aides au stationnement qui sont très efficaces et heureusement, hein, vu le gabarit de l'engin, grâce à toutes les possibilités de vue, du système de caméra, etc. Bien vu également l'avertisseur de franchissement de ligne qui va modifier la couleur du bandeau lumineux ici à l'intérieur de l'habitacle du côté concerné. C'est très visible et donc très efficace. Sur la EQS, j'avais remarqué que par temps très pluvieux, eh bien, certaines aides avait tendance à jeter l'éponge. Ici, j'ai pas du tout eu cette impression et pourtant il a plu à plusieurs reprises de manière très très forte, mais le système était beaucoup plus fiable que sur la EQS. Et puis il y a la navigation par réalité augmentée, on l'a vu tout à l'heure via la description du système d'infodivertissement. Ça s'affiche ici, ça s'affiche dans l'affichage tête haute également. Et franchement, une fois que vous avez tout ça activé avec la réalité augmentée, si vous arrivez encore à vous tromper, c'est que vous le faites exprès.
Malgré sa cavalerie généreuse, eh bien ce EQS SUV n'est évidemment pas une voiture de sport. Le couple généreux va permettre de faire oublier le poids, 2,8 tonnes avec des relances qui sont très dynamiques. Les roues arrière directrices, elles, font des miracles en termes d'agilité malgré les 5,13 m de long. La voilà, la fameuse botte secrète de ce EQS SUV, mais malgré tout, eh bien ce que ce EQS SUV préfère, eh bien c'est prendre soin de ses occupants plutôt que d'être maltraité par le conducteur. Cela dit, attention, si vous accélérez en mode sport, franchement, eh bien, ce gros SUV va tout de même vous montrer ce qu'il a dans le ventre et de quoi il est capable, mais ça reste davantage une grande routière plutôt qu'une voiture sportive pure et dure, évidemment. Et puis par rapport à la berline, ce SUV va davantage prendre du roulis dans les virages, ce qui va là aussi accentuer la sensation d'être au volant d'un paquebot, mais un paquebot qui n'a pas oublié de prendre ses vitamines. La Mercedes EQS est ultra silencieuse, on s'en souvient. Très logiquement, sa déclinaison SUV est également un temple du silence. Bruit aérodynamique et bruit de roulement sont plus que maîtrisés, ils sont littéralement étouffé, certainement si vous optez pour le vitrage acoustique qui est proposé en option et dont cette voiture n'est pas équipée d'ailleurs. De quoi profiter du système Burmester audio et de l'ensemble des fonctions audio très intuitives auxquelles on accède via la commande vocale ou via le petit pavé présent en permanence sur l'écran ici. Vous pouvez accéder directement sur cet écran, accéder au compte Amazon Music, Apple Music, Tidal ou Spotify. TuneIn, la radio par internet, est également disponible dans la section audio ici au niveau du système d'infodivertissement. La charge tractable avec votre EQS SUV, elle est plutôt confortable. Pour une charge non freinée, vous devrez vous en tenir à la norme, à savoir 750 kg. Par contre, pour une charge freinée, la valeur passe à 1800 kg et ça, c'est vraiment sympa. Activable via le Dynamic Select ici entre les sièges, 5 modes de conduite sont disponibles sur ce EQS SUV, off-road, éco, confort, sport et individual. Alors comme 99% des utilisateurs de ce type de véhicule, je n'ai pas fait le tout-terrain, je n'ai pas fait le tout-chemin. Les menus disponibles sont pourtant très riches pour le tout-terrain, le tout-chemin. Ça vous permet de contrôler pas mal de paramètres. On l'a vu tout à l'heure dans la description des différents écrans. Alors le mode que j'ai utilisé le plus, c'est pas le mode confort comme d'habitude, non, c'est le mode individual. Pourquoi ? Eh bien parce que j'ai trouvé que sur ce SUV, le réglage des suspensions en mode confort, il est un rien trop confortable, c'est un peu bizarre mais c'est comme ça. Régler la suspension sur le mode sport en conservant les autres réglages sur confort, en passant donc par le mode individual, est ce qui moi me convient le mieux pour avoir une suspension qui n'est pas moins confortable, ça reste très confortable, mais qui est simplement un rien plus ferme que dans son réglage confort. Le diamètre de braquage de ce grand EQS SUV, il est de seulement 11,9 mètres. Merci aux roues arrière directrices, une nouvelle fois, de série qui permettent à cette voiture d'être aussi à l'aise en ville et de ne pas faire de chaque changement de direction une épreuve. Alors de série, l'angle maximal de braquage des roues arrière, il est de 4,5 degrés. En option, vous pouvez opter pour un angle de braquage supérieur, 10 degrés, qui va rendre ce gros SUV encore plus agile et réduira son diamètre de braquage à 11 mètres tout pile, soit 90 cm de moins encore que sur la version de série, équipée donc de l'angle de braquage de 4,5 degrés. Franchement, c'est assez sympa. Alors au début, c'est un petit peu bizarre. Pourquoi ? Parce qu'on a l'impression que l'arrière se promène avec les roues arrière directrices, mais très vite, on y prend goût et c'est vrai qu'en termes de maniabilité, alors bien sûr en ville quand il s'agit de faire des manœuvres, mais même sur des petites routes, voilà, ça rend la voiture un petit peu plus joueuse en fait, un petit peu moins rigide, massive, un petit peu plus joueuse et c'est vraiment sympa. Sur toutes les voitures qui récupèrent l'énergie, on le sait, l'attaque de la pédale de frein, elle est particulièrement molle, mais sur celle-ci, j'ai malheureusement observé le même phénomène que sur la EQS, à savoir un manque de mordant flagrant sur toute la course de la pédale de frein. Il faut vraiment s'habituer, mais c'est vrai qu'au début, on a toujours un petit peu cette impression qu'on ne va pas s'arrêter à temps, l'impression qui n'est pas fondée évidemment, mais voilà, qu'on se sent emporté par la masse conséquente de ce mastodonte et au début ça fait un petit peu peur, alors que le freinage a priori devrait plutôt rassurer. Donc voilà, tout est toujours une question d'habitude, mais c'est vrai que c'est pas le point fort de cette voiture, je dirais même que c'est un de ses points faibles principaux, c'est voilà, le manque de ressenti vraiment au niveau du freinage, le manque de mordant au niveau du freinage. Alors je sais que c'est pas évident, il faut, avec la récupération d'énergie, toujours essayer de trouver un bon compromis entre la récupération et le freinage. Mais là, franchement, le compromis, il n'est pas terrible. Il va falloir bosser encore un petit peu du côté des ingénieurs de Mercedes pour corriger tout ça. Ce qui me rassure pleinement en revanche, c'est le 4e mode de récupération d'énergie disponible via les palettes derrière le volant. Alors le premier, c'est D-,
forte récupération. La voiture va ralentir très fort lorsque vous relâchez l'accélérateur, sans toutefois aller jusqu'à l'arrêt complet et la conduite à une pédale. C'est dommage. Deuxième mode, le mode D, récupération normale. La voiture va récupérer l'énergie de manière modérée lorsque vous levez le pied de l'accélérateur et proposez donc un ralentissement qui s'apparente à celui d'une voiture à moteur thermique quand vous levez le pied de l'accélérateur. Le troisième mode, c'est D+, là aucune récupération. La voiture au contraire profite de l'élan lorsque vous relâchez l'accélérateur. Et puis le quatrième mode, mon préféré, c'est D auto. C'est le mode automatique qui, en fonction des conditions de circulation, va adapter la récupération d'énergie et donc le niveau de ralentissement au lever de pied de l'accélérateur. Ce mode D auto, il va faire intervenir l'assistant éco qui va adapter la récupération d'énergie aux conditions de circulation. Et franchement, au quotidien, dans la circulation, c'est hyper sécurisant. Vous avez un petit pictogramme sur le tableau de bord dans l'affichage instrument et l'affichage tête haute qui vous dit « Vous pouvez lever le pied, ok, il y a assez d'élan, vous pouvez lever le pied parce qu'on arrive sur un carrefour, un rond-point, un changement de limitation de vitesse à la baisse évidemment. Et donc voilà, cet assistant éco va vous aider finalement à avoir une conduite plus coolée, plus tranquille et forcément plus économique. Vous allez être plus efficient grâce à cet assistant éco, c'est un petit peu le but. Et on s'y prend vite, on se prend vite au jeu finalement. Et c'est assez sympa de pouvoir conduire de manière relax, cool et de se rendre compte que finalement on a toujours tendance à trop accélérer pour devoir freiner ensuite. Alors que si on lève le pied un petit peu plus tôt, eh bien on atteint tout aussi facilement et rapidement le carrefour qui suit. Sauf que on va consommer un petit peu moins parce que accélérer pour devoir freiner, c'est pas ce qui est le plus efficient. Cette voiture d'essai, elle est équipée des projecteurs Digital Light adaptatifs de Mercedes qu'on a déjà eu l'occasion de détailler. Tout fonctionne parfaitement, rien à dire de ce côté. La fonction d'adaptation automatique de l'éclairage reste active d'un trajet à l'autre puisqu'on active ça via la petite molette rotative. Donc une fois que c'est réglé, on ne touche plus à rien, tout fonctionne tout seul en permanence. Il y a juste à profiter en permanence du meilleur éclairage possible. Petit rappel sur ce qu'est l'éclairage adaptatif. Eh bien simplement, jusque-là, avant l'apparition de l'éclairage adaptatif, eh bien on avait du on-off, c'est-à-dire qu'on avait les feux de croisement ou les feux de route. Et bien là, avec l'éclairage adaptatif, on peut rester en permanence en feu de route, c'est-à-dire en plein phare et le système va simplement éteindre une partie du faisceau qui correspond à la voiture que vous êtes en train de croiser ou la voiture que vous êtes en train de suivre. Tout le reste, en général le bas-côté, va rester parfaitement éclairé et ça en termes de sécurité, c'est particulièrement efficace. Pour terminer sur la route, on va parler maintenant de la consommation et donc de l'autonomie réelle de ce Mercedes EQS SUV. Alors je me souviens lors de l'essai de la Mercedes EQS, je n'avais pas été agréablement surpris par la consommation, bien au contraire, elle s'était élevée à 34 kWh au 100 km. Ici, qu'en est-il? Eh bien, l'autonomie théorique de cette version, selon équipement, c'est 511 à 594 km. Toujours en cycle mixte, norme WLTP. Je suis resté la plupart du temps en mode de conduite normale, avec une conduite relativement tranquille, tout en profitant de temps à autre des accélérations enthousiasmantes de cette voiture. Cette semaine, il a fait entre 8 et 12 degrés et j'ai roulé en profitant de tous les équipements disponibles, comme les sièges chauffants, etc. J'ai parcouru cette semaine 560 km et je suis arrivé à une moyenne de 30 kWh au 100, tout pile, avec un parcours donc autoroutier à 70%, c'est mes trajets du quotidien. 30 kWh au 100, c'est 4 de moins qu'avec la EQS. C'est vrai que les résultats sont un petit peu étranges. A priori, la EQS devrait moins consommer et a sans doute moins consommé que ce EQS SUV. Pourtant, mes trajets sont les mêmes et dans ce que j'ai observé, c'est le contraire. Donc voilà, je ne sais pas bien comment j'ai obtenu ces résultats. Par contre, ces résultats-ci me semblent assez cohérents. 30 kWh au 100, ça va permettre de parcourir réellement 350 km un peu plus sur une seule charge, qui reste très confortable au quotidien. Pour les plus longs trajets, la vitesse de recharge confortable et le système de navigation qui est très intuitif, on l'a vu, très complet, tout ça va permettre de rouler sans trop de stress. Rappelons également que dans le cadre d'un très long trajet, vous pouvez activer le mode éco. Vous aurez moins de performance, mais sur autoroute à vitesse stabilisée, vous allez à peine le remarquer. Par contre, vous aurez plus d'autonomie avec une consommation donc à la baisse. Parlons du prix à présent, 119 427 €, c'est le prix de base en Belgique du Mercedes EQS SUV. Pour ce prix, vous aurez la version 450 Plus en finition Luxury Line. À l'autre bout de la grille tarifaire, eh bien, vous aurez cette version dans cette finition, à savoir la version 584 Matic en finition
AMG Line disponible à partir de 169 400 € hors option évidemment. Alors cette voiture d'essai, c'est une finition supérieure à AMG Line, je l'ai dit, mais pour une fois, elle est équipée de finalement assez peu d'options, pour un total de 4-5 000 € à peu près, alors qu'on dépasse souvent les 20 000 € d'options sur les voitures d'essai. Le prix de base en 580 AMG Line, il est donc de 169 400 € en Belgique, et celle-ci, option comprise, elle coûte 174 409 €, 174 409 €. En France, deux versions seulement sont actuellement disponibles dans le configurateur en ligne. La version 450 4MATIC en finition AMG Line, facturée 149 900 € et cette finition 580 4MATIC en finition AMG Line à 167 580 €. En Suisse, enfin, trois versions sont disponibles au moment de réaliser cet essai. La version 450 4MATIC Release Edition, l'édition de lancement, proposée à partir de 145 400 francs. La version 500 4MATIC à 158 800 francs. Et la version 580 4MATIC Release Edition qui sera à vous à partir de 181 300 francs. Autant de bonnes raisons, toutes ces versions, finitions qui diffèrent d'un pays à l'autre, de vous renvoyer vers le configurateur en ligne de Mercedes qui correspond à votre pays. Vous découvrirez quelles versions sont disponibles chez vous au moment où vous visionnez cet essai, quels sont les packs, les équipements de série ou en option qui sont disponibles, histoire de vous concocter votre EQS SUV et déterminer votre prix. Toujours concernant le prix, vous le savez, Arval, partenaire de Charging Station, vous propose des solutions de leasing, c'est-à-dire de location longue durée, que ce soit pour les entreprises ou les particuliers. Alors pour les entreprises, c'est le leasing opérationnel qu'on connaît depuis un certain temps avec pas mal d'avantages d'un point de vue fiscal, on connaît ça. Pour les particuliers, c'est plus récent, il s'agit du private lease, le leasing pour les particuliers avec les mêmes avantages, alors pas du point de vue de la déductibilité évidemment, mais au niveau de la formule en tant que telle, à savoir une formule tout compris où vous aurez tous les mois le même montant à payer qui sera forcément un peu élevé avec ce véhicule, mais dans lequel vous avez tout qui est compris. Donc la mise à disposition de la voiture, mais également les taxes, les entretiens, le changement des pneus, etc. etc. Donc c'est une formule qui est zéro tracas. Alors il y a peut-être moins de tracas au niveau des budgets du quotidien quand on peut se payer ce genre de voiture, mais tout de même, que ce soit pour une petite ou une grosse voiture, pensez au leasing opérationnel pour les entreprises, au private lease pour les particuliers. Se renseigner ne coûte rien. Rendez-vous donc sur le site de notre partenaire pour demander une offre, arval.be en Belgique. En France, des formules similaires, alors un petit peu différentes mais tout aussi intéressantes existent, ce sera sur arval.fr. Votre nouvelle voiture, vous en avez envie ou vous en avez besoin tout de suite, et en ce moment les délais de livraison sur les véhicules neufs c'est un petit peu compliqué, vous le savez, alors pourquoi ne pas vous tourner vers notre partenaire, c'est Autoscout24. Sur Autoscout24 qui est la plus grande plateforme de vente de voitures en Europe, plus de 90 000 voitures, 90 000 voitures vous attendent actuellement, alors des voitures d'occasion, également des véhicules neufs et parmi toutes ces voitures, des véhicules électrifiés également qui sont disponibles tout de suite. Vous souhaitez rentrer vos critères et voir ce que Autoscout a à vous proposer, rendez-vous sur autoscout24.be pour la Belgique et autoscout24.fr pour la France. En conclusion, pas de doute, avec ses déclinaisons SUV de sa grande berline EQS, la marque allemande Mercedes marque des points et va parvenir à conquérir des parts de marché dans le secteur du luxe sur 4 roues en 100% électrique. Alors encore plus pratique au quotidien pour les familles que la berline EQS, plus tendance aussi, c'est un SUV. Le EQS SUV ne fait l'impasse ni sur le confort, ni sur les performances, ni sur l'autonomie, qui même si elle est en léger retrait par rapport à la berline à puissance équivalente, reste très confortable au quotidien. Ce EQS SUV est-il pour autant sans défaut? Non, évidemment. Son principal restera pour moi, et même si on finit par s'y habituer, le ressenti au niveau du freinage. Autre bémol, mais bon, c'est pas propre à cette voiture, la politique d'option de Mercedes qui fait que sur cette version haut de gamme en finition supérieure à AMG Line, Apple CarPlay et Android Auto par exemple restent en option. Et c'est un peu mesquin. Alors, quelle est au final la version idéale du Mercedes EQS SUV? Bien sûr, cette version qui vient coiffer la gamme, la version de tous les superlatifs, elle est géniale. Mais pour moi, le meilleur compromis, ce sera la version 450 4MATIC parce que vous avez déjà accès avec cette version aux 4 roues motrices, ce qui en termes de comportement et de sécurité au volant dans des conditions de conduite un peu difficiles est un plus. Vous avez une autonomie qui avoisine en WLTP les 600 km, donc c'est largement suffisant. Et puis des performances également qui sont très largement suffisantes, tout ça pour un prix nettement inférieur à cette version 580.
A bientôt sur Charging Station pour d'autres essais électrisants. Le prochain, ce sera le premier de 2023, l'essai du Mazda CX-60, le gros SUV de Mazda en version donc hybride rechargeable. D'autres essais durant l'année 2023, des essais très électrisants, encore plus d'essais. C'est ce que je vous proposerai sur Charging Station. Merci de votre fidélité. Si vous avez aimé cet essai, eh bien n'hésitez pas à vous abonner à Charging Station et à activer la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. Si vous avez aimé l'essai, vous pouvez mettre un petit pouce également, vous pouvez partager cet essai, ça va aider à faire grandir Charging Station et je vous rappelle qu'à 50 000 abonnés, c'est-à-dire dans pas très longtemps, sans doute au printemps 2023, eh bien j'aurai l'occasion de vous offrir via un concours un très beau cadeau. On en reparlera. Merci de votre fidélité à Charging Station et à bientôt.